Quand quelqu'un a vécu une expérience de mort imminente, en général, il commence par vous dire, enfin très souvent, très souvent, il commence par vous dire « ce que j'ai vécu, aucun mot humain ne peut le dire, aucun mot ». En quelques secondes, elles sont sorties du temps, elles ont vécu une expérience de mort imminente, elles ont revu passer toute leur vie, depuis l'enfance, avec des souvenirs qui leur avaient complètement échappé. Ils disent « j'ai tout revécu ». Mais je l'ai revécu de manière globale. C'est-à-dire que j'ai revécu ce que j'avais ressenti à l'époque, mais ce que ressentaient tous ceux qui étaient là avec moi. Et ça vous plonge dans des vertiges. Bonjour Patrice Van Hersel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez travaillé au journal Libération, au magazine Actuel et Nouvelles Clés puis Clés. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres et vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé « Le soleil est-il conscient ? Élucider le mystère de la conscience » aux éditions Guîtres et Daniel. Une enquête qui vous a amené à interroger des scientifiques, des thérapeutes, des philosophes, des enseignants spirituels, pour tenter de percer les mystères de la conscience. Pour commencer, peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de mener cette enquête sur ce sujet qui est si vaste et si complexe. En fait, je tournais autour depuis longtemps, depuis, je dirais, plus de 40 ans. Mes premières enquêtes qui méritent d'être citées tournaient autour de la fin de vie et des expériences de mort imminente. Quelque part, à la frontière entre la vie et la mort, il se passe des choses. On peut surtout agir dans le sens de ce que l'on connaît bien aujourd'hui sous le nom de soins palliatifs, mais à l'époque, au tout début des années 80, c'était tout à fait débutant. Et quant aux expériences de mort imminente, c'est-à-dire ces expériences que vivent certaines personnes qui ont failli partir, dont le cœur quelquefois a été arrêté et qu'on a réussi à ranimer grâce aux techniques de réanimation formidables qu'on a aujourd'hui et qui rapportent une expérience ineffable, disent-ils en général, totalement ineffable, indicible, mais par contre qui les a tellement transformés qu'ils éprouvent le besoin de témoigner. Et donc j'avais fait plusieurs enquêtes, plusieurs reportages sur ce sujet-là, et qui était devenu un livre qui s'est appelé « La source noire » chez Grasset. Et en fait, je travaillais là sur la limite entre la vie et la mort, mais ce qui était intéressant, ce qui m'intéressait au fond, sans que j'en ai totalement conscience, c'est le mot, ben justement c'est la conscience. C'est-à-dire, quelle est la conscience? Qu'est-ce qui reste de conscience à quelqu'un qui est vraiment en train de partir? Et quelquefois il y a des surgissements de dernière minute qu'on pourrait appeler lucidité terminale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que des gens qui sont presque dans le coma, puis qui tout d'un coup se réveillent, peuvent s'avérer tout à fait loquaces et intelligents, et puis hop, ils partent. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis surtout, alors, quand on a eu le cœur arrêté, et puis qu'on a été quelquefois déclaré mort clinique, et que finalement on arrive à vous ranimer et que vous racontez une histoire à tomber par terre, après avoir dit que c'était indicible, mais tout de même, c'est une histoire qui, en tous les cas, vous a transformé et qui, en général, et ça on peut le vérifier, change les gens à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une bouffée comme ça, hilarante en quelque sorte, et puis qui va ensuite s'évanouir. Non, pas du tout, ça reste. Et une des choses qui reste fortement, c'est la disparition de la peur de mourir. Et tout ça, finalement, ça tourne autour de la conscience. Mais en creusant la chose plus tard, notamment quand j'ai reçu un article, alors ça c'est très récent, j'ai reçu un article d'un scientifique britannique que j'aime beaucoup, avec qui nous avons fait beaucoup de choses depuis 40 ans, qui s'appelle Rupert Sheldrake,
il m'envoie un article qui s'appelle « Le soleil est-il conscient ?» Alors, on ne va pas parler peut-être de ça tout de suite, mais en tout cas, sur le coup, j'ai cru que c'était une blague. Et puis non, je me suis aperçu que c'était un article de 60 pages publié dans une revue tout à fait scientifique. Et ça m'a donné envie de me pencher sur mon propre parcours. Vous voyez, je suis journaliste depuis 53 ans. Et je me rends compte que finalement, les sujets qui m'ont le plus intéressé et qui éventuellement ont pu le plus intéresser mes lecteurs, finalement tournaient tous autour de la conscience. Quand je rencontre Ray Lema, le fondateur du Ballet national du Zaïre, qui a réussi, mission très difficile, même impossible, de faire jouer ensemble différentes ethnies de ce pays géant qui s'appelle le Congo, l'ex-Congo belge. Ils ne voulaient pas jouer ensemble. Et pour entrer là-dedans, je vous épargne les détails, mais il a fallu qu'il rentre dans la conscience des villages de la forêt. Mais quand je rencontre Edgar Mitchell, l'astronaute, par chance, là, moi j'ai bénéficié de coïncidence ou de synchronicité. Je remercie mon ange gardien parce que j'ai rencontré Edgar Mitchell à Moscou. Et on devient amis à Moscou et je vais l'aider plus tard à monter à Paris le vernissage, le lancement de l'Association des explorateurs de l'espace. C'est un club auquel participent tous les humains qui ont été satellisés au moins une fois. Donc moi je ne pouvais pas en faire partie, mais par contre je pouvais les aider à trouver l'endroit. Et du vernissage. Et ben Edgar Mitchell, quand il me parle, alors lui carrément il a mené des expériences en dehors de sa mission pour la NASA, il a fait des expériences de télépathie depuis la Lune, parce qu'il s'intéressait à ces sujets-là. Et qui me raconte son voyage de retour, parce que ce qui compte, quand vous partez sur la Lune, il semblerait, vous partez, le voyage dure presque une semaine, et c'est très excitant, mais il y a tellement de missions à remplir que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et puis, quand vous revenez, par contre, là, tout d'un coup, vous vous rendez compte, vous réalisez, et là, il y a une conscience, et lui, il a fait partie des premiers, un peu comme Lovelock, l'inventeur de l'hypothèse Gaïa, qui dit que la biosphère terrestre est un seul être vivant. Il m'a parlé, Edgar Mitchell, de la conscience de la planète Terre. Il avait la sensation, en rentrant, pas très sûr, pas absolument sûr de rentrer, parce que qu'est-ce qui lui garantissait qu'ils allaient pouvoir retourner sur la boule bleue là, qui s'appelle la Terre. Et là, il me parle de conscience. Mais je pourrais vous citer toutes sortes d'exemples. Jim Nolman, un musicien qui joue de la musique avec les animaux. Il joue avec toutes sortes d'animaux. Il joue aussi bien avec des dindons qu'avec, alors ça c'est le sommet de sa carrière, avec les orques, au large des côtes du Canada. Et les orques se mettent au diapason. Quand ils changent d'octave, les orques changent d'octave. Il y a un échange extraordinaire entre humains et cétacés, humains et animaux. C'est de nouveau la conscience. Et donc, c'est assez récemment que je réalise ça, que je réalise que finalement, le point commun à mes plus beaux reportages, à mes plus belles rencontres, ça tourne autour de la conscience. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience ? Et donc, j'ai longtemps travaillé avec les éditions Grasset, puis Albin Michel, et là, c'est avec les éditions Trédaniel, Monsieur Guy Trédaniel, qui me dit bah, « Est-ce que tu ne peux pas me faire un livre sur la conscience ?» Et j'ai dit « Banco », parce que Rupert Sheldrake m'avait envoyé ce drôle de truc qui s'appelle « Le soleil est-il conscient ?» Et alors je suis parti, c'est un peu l'annapurna, parce qu'en fait, personne ne sait ce que c'est que la conscience, en fin de compte. Chacun a une définition qui peut varier. Chacun a une définition d'un aspect de la conscience. Plus tard, certains me diront, ce que tu étudies, ce sont les états de conscience. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience, avec la conscience en soi? Et là, vous avez deux sortes de gens. Vous avez des gens comme
nos scientifiques officiels, nos neurologues, nos neuropsychiatres, tous les gens qui sont persuadés que la conscience c'est juste une production de notre cerveau. Et eux, si je leur dis qu'est-ce que c'est que la conscience, ils me répondent rien, c'est une hallucination, arrêtez de délirer. Et puis il y a tous les autres, qui sont quand même très très importants, aussi bien des peuples premiers, on pourrait dire, que des maîtres spirituels, que des grands philosophes orientaux. Les philosophes occidentaux ont plutôt, dans l'ensemble, esquivé. Il y a des philosophes qui s'intéressent à ça. Il y a Bergson qui Bergson notamment. Bergson notamment. Et vous le dites dans le livre, ça, quand vous avez une conversation avec le philosophe Denis Marquet, qui explique que justement, effectivement, en Orient, finalement, la conscience est un peu la nature ultime de la réalité. Contrairement à l'Occident, où effectivement, on a préféré ne pas tellement creuser ce sujet en philosophie, par crainte aussi peut-être d'être pointé du doigt, puisque c'était un sujet un petit peu délicat à aborder. Oui. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à la chose, je me suis rendu compte que, alors, sous le mot conscience, on entend une infinité de fonctions, de verbes, de capacités. Je suis conscient parce que je perçois, parce que je ressens, je suis conscient parce que j'aime, je déteste, je suis conscient parce que je réfléchis, parce que je mémorise, parce que je communique avec vous, parce que je ris, je m'amuse, ou alors je pleure. Tout ça, c'est la conscience. Et il est clair que nos ancêtres très lointains, et il existe quelques témoins qu'on appelle peuples premiers, qui ne sont pas si premiers que ça, mais enfin quand même, qui ont gardé quelque chose d'une culture, d'un patrimoine très 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 ancien, eh bien, ils connaissent évidemment toutes ces capacités, ils savent que qu'on perçoit, qu'on ressent, qu'on n'aime pas, qu'on réfléchit, qu'on mémorise, qu'on communique, qu'on crée. Mais ils n'ont pas de mots. De toute façon, le mot conscience, d'après ce que me dit d'ailleurs Denis Marquet, que vous avez cité, il est très récent. C'est plutôt les Anglais qui commencent, consciousness, conscience, puis les Français le reprennent très vite après, mais c'est du XVIIe siècle, c'est récent. Il n'empêche qu'il est évident que nos ancêtres connaissaient toutes ces fonctions et se les attribuaient à eux-mêmes et à leurs proches, mais les attribuaient à tous les sujets de la nature. Pour eux, c'était évident qu'un animal avait une conscience, mais un végétal aussi. Mais une rivière pouvait rire, une forêt pouvait rêver, et les étoiles pouvaient chanter. Et puis, à mesure qu'on est rentré dans ce qu'on a appelé les civilisations, bien avant la modernité, d'abord les civilisations, ça a été les grandes religions, les grands systèmes religieux, le sujet supposé être habité par une conscience s'est rétréci peu à peu. Ça s'est rétréci. Ça s'est rétréci. Montaigne, par exemple, pour notre culture, Montaigne, il pense qu'un animal ressent et pense, et donc un animal a une conscience, mais hop, on passe à Descartes. Et alors là, avec Descartes, c'est terminé, puisque Descartes pense, et c'est fou d'ailleurs, parce que Descartes... Moi, je trouve Descartes un personnage extraordinaire, mais Descartes pense sérieusement, il le dit plusieurs fois, il l'écrit, qu'un animal est une machine. Oui, c'est la théorie de l'animal-machine dont vous parlez dans votre livre. La théorie de l'animal-machine. Et il donne l'impression de ressentir, il donne l'impression de vous aimer ou de ne pas vous aimer, etc. Mais c'est du fake, enfin, c'est une simulation. En fait, c'est une machine habitée par ce qu'il appelle des ressorts. Aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas, des réflexes pavloviens. Des réflexes pavloviens. Et cette pensée-là, elle habite la modernité, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que... Alors, moi je dis, aujourd'hui, ça explose. Ça explose. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme désireux de faire des études scientifiques, et en particulier des études de médecine ou des études sur le système nerveux, vous êtes censé penser que la conscience est un produit
du cerveau des humains, parce que le cerveau humain a atteint un tel degré de complexité qu'il fabrique de la conscience, et que le reste, tout de même, obéit peu ou prou à une phrase que j'aime citer même, qu'il me pardonne depuis l'au-delà, où il nous écoute peut-être, le grand prix Nobel Jacques Monod. Jacques Monod, qui, prix Nobel médecin, prix Nobel de médecine, mais pour ses travaux sur la génétique, qui, dans Le hasard et la nécessité, paru, j'avais 21 ans, je me rappelle, ça m'avait choqué, il écrit ça en 1970, et il dit « Nous savons enfin que nous sommes seuls dans un univers indifférent où nous sommes apparus par hasard. » Et là, pour moi, il enfonce le dernier clou dans le cercueil de la conscience telle qu'on l'entendait en général dans les cultures humaines, c'est-à-dire que nous sommes seuls à avoir une conscience, et ce faisant, alors pour lui, et cette phrase, elle pourrait servir de devise à pas mal d'académies encore aujourd'hui, hein, on est censé croire ça. Il transforme pour moi une bénédiction en malédiction. Parce que la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est qu'effectivement, nous, les humains, nous avons un cerveau assez incroyable. Ça, c'est sûr que nous avons un cerveau incroyable qui nous permet une multitude de choses, une multitude qui nous ouvre à la création, qui nous ouvre à la communication, qui nous ouvre à l'humour à un degré que peut-être les autres êtres, en tous les cas ceux qui nous entourent, ne connaissent pas. Mais cette bénédiction, à partir du moment où vous dites ben, en fait nous sommes les seuls, tout le reste c'est des robots, ben, vous vous retrouvez très très seul et ça devient une malédiction. Et aujourd'hui, s'il y a un problème sur cette planète, vous savez bien qu'il y a des échéances qui nous attendent, tout le monde le sait, et qu'il y a du lourd à l'horizon, et comment changer de modèle, c'est pas évident, hein. Eh bien, je dirais que cette phrase, cette conviction que nous sommes seuls, coupés de tout, il faut la désamorcer. Il faut la désamorcer, et elle est désamorcée, à mon avis, sous nos yeux, par ce que j'appelle une double révolution. J'appelle une double révolution qui, dans un premier temps, quand je discutais d'ailleurs encore une fois avec Denis Marquet, le philosophe Denis Marquet, ça m'est apparu en pleine conversation avec lui, tout d'un coup j'ai eu l'impression, comme une hallucination, si vous voulez, j'ai eu une hallucination, j'ai eu l'impression d'entendre un énorme éclat de rire. Un énorme éclat de rire, notamment de la part, tout simplement, des internautes. Des internautes qui, je pense que nous sommes nombreux, parce que moi j'en fais partie, des internautes qui adorent regarder sur certains réseaux, sur YouTube pour ne pas le nommer, mais il y en a d'autres, toutes les petites vidéos où on voit des animaux qui jouent entre eux, un cochon qui joue au foot avec un chien. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais il est évident que ce sont des êtres très conscients et qui s'amusent. Et ces petits chiens qui se jettent dans l'eau d'un étang puis qui remontent comme des gamins, ils se jettent dans l'eau et je les entends quasiment rire. Et ayant fréquenté un certain nombre d'animaux, alors les dauphins c'est particulier parce que moi j'ai eu une folie pour les dauphins, mais des animaux qu'on avait à la maison, des chiens, des chats, mais moi j'habitais à la campagne et il y avait toutes sortes d'animaux. Moi les animaux non seulement ils sont conscients, mais je suis persuadé qu'ils ont de l'humour. Par exemple. Et ça, cet éclat de rire, je dirais que c'est une des révolutions. C'est une révolution qui vient de la base. C'est une révolution toute simple que monsieur et madame tout le monde peut ressentir en disant « Ben non, vieux Descartes, non, les animaux ne sont pas des machines. » Mais vous le dites d'ailleurs dans votre livre, finalement, que le fait que l'humain ait décidé progressivement de s'adjuger le monopole de la conscience, dans une forme d'hubris, finalement, l'a petit à petit conduit à se couper du monde au point de cesser d'obéir aujourd'hui aux lois du vivant. Ben oui, tout à fait.
Moi, mon enquête précédente portait sur un concept cher à Teilhard de Chardin, et le paléontologue et jésuite Teilhard de Chardin, qui a vécu et qui a fait toutes ses recherches pendant la première moitié du XXe siècle, de sa rencontre avec le géologue russe Vladimir Vernadsky, et qui ensemble élaborent le concept de noosphère, c'est-à-dire de dire les humains ont inventé des trucs extraordinaires, une technosphère, toutes nos techniques, fantastiques, sauf que c'était avant l'écologie, avant le concept d'écologie, mais il le pressentait, cette technosphère, elle ne va pas sans problème, il faut absolument que quelque chose de supérieur à la technique la gouverne, la gère, la modère, la tempère, et ça il l'appelait noosphère, c'est-à-dire nous du grec l'esprit, on pourrait dire la conscience, et sphère, donc une sphère de conscience. Il nous faut une sphère de conscience. De super conscience planétaire, finalement. Oui, une super conscience planétaire. Alors, il disait, mais figurez-vous que si on imagine l'histoire de la Terre, il y a eu au début une lithosphère, c'est-à-dire une boule de pierre brûlante, qui a jailli de l'explosion d'on ne sait quelles étoiles. Il y a une boule de pierre, lithosphère, et qui très vite, elle est encore brûlante, cette lithosphère, qu'elle est déjà habitée par une force incroyable qu'on va appeler biosphère, la vie. La vie s'est emparée de notre planète quand elle était encore brûlante, c'est-à-dire que la vie, c'est très 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 costaud. C'est pour ça que quand les écolos disent « attention, on va détruire la vie », non, la vie non. Sous la forme première, c'est-à-dire c'est les bactéries. Les bactéries, l'humain peut faire exploser toutes les bombes atomiques qu'il veut. Les bactéries, elles sont toujours là, elles poussent même à l'intérieur des réacteurs nucléaires. Donc la biosphère est venue prendre la lithosphère et la malaxer à sa manière. Vous voyez, ici, on est à Paris. Donc sous nous, il y a des kilomètres de roches sédimentaires qui ont été complètement malaxées par la vie pendant des milliards d'années. Donc la vie, c'est très 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 costaud. Biosphère. Et puis cette biosphère, elle a évolué, et puis peu à peu, elle est arrivée à des formes de plus en plus sophistiquées. C'est devenu, au début, c'est monocellulaire, c'est bactérien, et puis peu à peu, ça crée même l'atmosphère. On se demande comment est régulée, parce que l'atmosphère, vous savez que l'atmosphère, c'est 21% d'oxygène et pas un pourcentage de plus. Qui règle ça? Qui fait que dans notre atmosphère, 21%, parce que s'il y a plus d'oxygène, tout crame, tout brûle, et s'il y en a moins, nous, en tous les cas, on étouffe. Donc 21%, il semblerait que ce soit les bactéries. Ce sont les bactéries qui règlent ça. Ce sont des lois très puissante qui nous domine depuis. La vie, elle est arrivée il y a presque 4 milliards d'années. Donc, et puis à un moment donné, très tard, très récemment, vous savez, comme on dit quand on compare tout ça à un cadran de montre, à minuit moins quelques minutes, apparaît un drôle de truc qui s'appelle l'humain. Et cet humain, il est fantastique, ça c'est sûr qu'il est fantastique, et il invente des tas de trucs, mais alors très tôt, plus tôt qu'on ne le croirait, il commence à casser. Il casse la biosphère. C'est pas uniquement les industriels et le pétrole, etc. Parce que prenez le croissant fertile au Moyen-Orient, on appelle ça le croissant fertile. C'est, vous voyez, Irak, ça part d'Iran, Irak, Syrie, Jordanie. Fertile, mais c'est un désert. Mais qui l'a transformé en désert? Eh bien, il semblerait bien que ce soit des générations et des générations et des générations de paysans qui ont peu à peu détruit l'humus. Et alors évidemment, depuis la révolution industrielle et depuis là récemment, alors là ça va à toute vitesse, on détruit très 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 vite, très fort. Et donc quand Teilhard de Chardin et Vernadsky disent qu'il faut absolument que naisse, elle existe déjà, mais elle n'est pas assez forte, la conscience collective de tous les humains.
la conscience collective. Elle existe. Internet, quelque part, c'est une conscience collective. L'ONU, quelque part, même si on la critique beaucoup, l'ONU, Organisation des Nations Unies, c'est une forme de début d'embryon de conscience planétaire, etc., etc. Mais il est clair que ça n'a pas la gouverne et qu'il faudrait... Or, alors maintenant, enfin, pardonnez-moi mon long bavardage, mais j'en réponds à votre question, cette noosphère qui doit absolument prendre le dessus, sinon la vie ne disparaîtra pas, mais nous, oui, nous disparaîtrons, et les grands mammifères disparaîtront, etc. Eh bien, cette noosphère, cette conscience collective des humains, elle doit absolument comprendre et assimiler et obéir aux lois du vivant qui existent depuis 4 milliards d'années, les comprendre simplement, les comprendre, et comprendre par exemple la loi de la jungle. Comprendre la loi de la jungle quand les pires, quand on dit les pires totalitaires, mettons les nazis voulaient revenir à la loi de la jungle. Pas du tout, pas du tout. La loi de la jungle, si on l'étudie de près, comme l'ont fait par exemple mes amis Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, la loi numéro 1 de la jungle, c'est l'entraide. Une forme d'harmonie. Parce qu'on a souvent tendance à considérer que la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et c'est pas vrai. Parce que si la loi du plus fort régnait, ben, le plus fort aurait gagné, il serait tout seul et il crèverait, il se suiciderait. Non, il faut une coopération en permanence. Alors de temps en temps, un lion mange une gazelle, naturellement. Mais, et même un dauphin, mes très chers amis dauphins, bouffent un poisson. Mais c'est équilibré. C'est équilibré et... S'autorégule finalement. Ça s'autorégule et c'est plus de la coopération et de l'entraide. C'est pas du tout de bonnes pensées d'utopistes, boy scout. Non, c'est la réalité. Et cette réalité, les humains actuellement, eh ben, ils ont tendance à ne pas y croire. C'est presque trop beau pour être vrai. Et quelque part, quand on dit « bah ouais, c'est la loi du plus fort », eh ben oui, ça c'est une loi qui mène au suicide. Et donc, oui, vous avez raison, la conscience collective, elle doit absolument obéir aux lois du vivant. Et d'ailleurs, vous parliez des peuples premiers tout à l'heure, vous en parlez dans votre livre, et notamment des Indiens Kogi, donc une ethnie précolombienne, qui est restée à l'écart de la civilisation moderne, et de la façon dont ils conçoivent le vivant, une façon qui est très, très, très éloignée de la nôtre, et à travers justement la conscience continue d'imprégner l'ensemble du cosmos. Oui, alors j'ai eu la chance de bien, non pas de les connaître, vous savez, on dit quelquefois le journaliste c'est l'homme qui a vu le loup. Moi, je suis l'homme qui a vu l'homme qui est le grand ami des Kogi, dont j'ai édité ses premiers livres, Éric Julien, qui a monté une association ici en France pour racheter des terres aux Indiens Kogi de Colombie. Ce sont des Indiens, c'est une culture qui a réussi à pratiquement se préserver. Elle est précolombienne au sens propre, tout simplement parce qu'en Colombie, il y a une très très haute montagne. Elle monte à plus de 5000 mètres, la Sierra Nevada de Santa Marta, et ceux-là ont eu la chance que n'ont pas la plupart des autres peuples. En Amazonie, ils ne peuvent absolument pas. Ils sont montés de plus en plus haut, à mesure que les Européens sont arrivés, et puis que se sont constituées toutes sortes de forces, souvent agressives. C'est le cas encore en Colombie, même si c'est un pays très très intéressant. Ils sont montés de plus en plus haut. Mais quand ils sauvent la vie d'un jeune alpiniste français qui s'appelle Éric Julien et qui s'est aventuré là et qui se chope un œdème au poumon et qui va mourir, il le sauve et lui, il leur promet de les aider en échange et il va revenir et eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir un peu redescendre dans les plaines, enfin dans les vallées. Et l'association Tchendukua leur rachète des terres. Et les Kogi, c'est extraordinaire parce que ils vivent un peu comme nos ancêtres d'il y a, j'allais dire 4000 ans, mais plus que ça, parce que c'est du néolithique, c'est du néolithique quand même, c'est-à-dire qu'ils cultivent, ils ne sont pas juste des chasseurs-cueilleurs, ils cultivent, mais ils ont alors une approche de la nature très très différente de nous, très 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 différente. Ils nous appellent les petits frères,
il trouve que les petits frères, c'est-à-dire à peu près tous ceux qui habitent sur la planète Terre actuellement, les petits frères sont très forts parce que quand Eric invite leurs chamans, les mamous, quand il les invite à venir en France, ils montent dans un avion, et alors, un ancêtre d'il y a plusieurs milliers d'années qui monte dans un avion, il est quand même assez étonné et il tire son chapeau aux petits frères. Mais ce qu'ils disent, et c'est très frappant, il faut vraiment l'entendre, c'est le cas de le dire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, ils disent « vous n'entendez plus ». Vous n'entendez plus, vous les petits frères, qui êtes si forts en technologie, en sciences, etc., vous n'entendez plus. Alors, on dit, mais c'est quoi entendre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on entende? Et alors, Éric, Julien, qui les fait rencontrer, il leur fait rencontrer des scientifiques français ou européens, il les amène au CERN, à Genève, et là, ils sont capables de parler d'uranium, mais de façon qui va complètement étonner les chercheurs, parce qu'ils disent « Ah oui, nous, l'uranium, seuls les très grands chamans peuvent travailler avec l'uranium parce que c'est une pierre qui a un rapport avec la foudre. » Bon, alors ils disent des choses comme ça, mais à propos d'entendre, ils vont s'étonner. Voilà, ils sont là, on est dans la Drôme, parce que Éric a monté son école de la nature et des savoirs dans la Drôme, près de Die. Et ils sont là, ils sont en train de marcher dans la montagne avec le groupe de scientifiques. Eux, ils sont avec leur tunique blanche et leur petit bonnet blanc, ils sont repérables de loin. Et puis à un moment donné, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois, mais je trouve que c'est tellement frappant, ils voient que les scientifiques rentrent dans la forêt comme ça, en bavardant, et eux s'arrêtent en disant « Mais vous entrez dans la forêt comme ça ?» Ben, oui, pourquoi? Mais vous ne demandez pas l'autorisation. Mais l'autorisation à qui? Mais au maître des lieux. Qui sont les maîtres des lieux? Ah bon? Alors vous n'entendez pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait entendre? Alors ils se réunissent, entre eux, ils font une petite mêlée de rugby, là, comme ça, et puis ils disent, ben voilà, d'après nous, le maître ici, dans cet endroit, le maître, c'est ce rocher. Ah bon? C'est à lui qu'il faudrait demander l'autorisation? Mais enfin, vous n'entendez pas? Et le fait de ne pas entendre, ça va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Éric les amène en Corse sur un lieu où il y a des mégalithes, des pierres levées qui datent de la lointaine préhistoire, et il y a là tout un tas d'archéologues qui essaient de comprendre depuis 30 ans à quoi correspondent ces pierres. C'est une espèce de petit Stonehenge. Et les Mamoukogi arrivent, et tout de suite, alors, parce qu'ils entendent, allez savoir quoi, ils disent, ben, ça, vous voyez bien, ça c'est une pierre mâle. Ah bon, elle est mâle? Oui, et celle-là est femelle. Enfin, ça, vous l'entendez bien, non? Non, on n'entend pas. Alors, ils n'entendent rien. Mais alors, attendez, normalement, la femelle, elle a dû être un peu déplacée parce qu'elle devrait être un petit peu plus à droite, et normalement, alors ils sont là, donc à quelques kilomètres ici, il doit y avoir un autre site, non? Et c'est vrai. Et les archéologues disent, mais comment vous le savez? Ben ça tombe sous le sens. Et donc, tombe sous le sens de ces gens des choses, et alors qui me rappelle l'histoire que raconte un écrivain sud-africain qui s'appelle Laurens van der Post, qui a vécu quelque temps avec les Bushmen du désert de Kalahari. Et alors ils sont là ensemble pendant quelque temps, la nuit les étoiles brillent très fort, et on traduit à l'écrivain, on lui traduit des discussions qui ont lieu et puis des rires qui ont lieu entre les Bushmen, et il finit. Et les Bushmen rient de ce que leur disent les étoiles. Et lui ne comprend pas. Et il les interroge. Et au début, les Bushmen ne le croient pas quand il dit qu'il n'entend pas. Alors il dit ah, « tu nous fais marcher, c'est pas possible. » Et puis non, au bout de quelques jours, ils s'aperçoivent, non, le mec est carrément sourd, il n'entend pas les étoiles. Et ils ont de la peine pour lui. Il est handicapé, il est handicapé.
Et ça, alors ça c'est récent, enfin alors toutes ces découvertes-là pour moi sont récentes de toute façon, mais les Kogi je savais depuis quelque temps, puisque j'ai été l'éditeur des 3 premiers livres de Éric Julien aux éditions Albin Michel. Je savais un peu, mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris, enfin je l'ai appris, on l'a appris un peu ensemble avec Jean-Louis Servan-Schreiber quand il était encore de ce monde et qu'on faisait ensemble le magazine Clé. On avait reçu un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Vous connaissez? Vous en parlez aussi dans le livre, hein, d'ailleurs. J'en parle. Et Hartmut Rosa dit, c'est un assez jeune philosophe qui a pas mal de succès en Allemagne. Son premier livre, c'était Accélération. Et il dit, la maladie de notre temps, et nous pouvons en mourir, et il faut vraiment nous en rendre compte, c'est que nous sommes en accélération. Et quelque part, nous en jouissons. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est quoi? C'est le rat, c'est quoi ces expériences horribles qu'on fait sur un gras? On lui permet de stimuler en appuyant sur une pédale, il a un électrode dans la tête, et ça le fait jouir, ça le fait jouir sexuellement. Et alors il n'arrête pas, et il en meurt. Il en meurt parce que ça le fait jouir d'appuyer sur cette pédale. Et nous sommes un peu comme ça. La croissance et l'accélération de tous les flux nous fait jouir. Une frénésie de la consommation. Il y a une frénésie de tout. Ouais. Si je vous dis, là, ce portable, sa mémoire, vous vous rendez compte, sa mémoire, elle a doublé en 1 an. Non, elle a doublé en 6 mois. Non, elle double maintenant tous les 3 mois. Quelque part, vous trouvez ça fantastique, et tout le monde va trouver, ah, formidable, formidable, ça va de plus en plus vite. Mais c'est fou. Et Hartmut Rosa dit, c'est une maladie, il faut qu'on en prenne conscience. Et son second livre s'appelle Résonance, et ça rentre complètement, alors en résonance, on pourrait dire, avec ce que disent ces peuples premiers, qui disent « vous n'entendez plus, il faut que vous ralentissiez et que vous vous mettiez à l'écoute, pas simplement des animaux ou des plantes, des étoiles, du monde. Remettons-nous à l'écoute du monde. » Alors je ne sais pas comment on fait. Enfin, on a quelques pistes. On peut peut-être, c'est sûr que tous ceux qui nous invitent à la méditation ont sans doute raison. À ralentir, moi je suis soigné par un thérapeute ayurvédique qui m'a fait beaucoup de bien. Là où la médecine moderne ne pouvait plus, rien pour moi, je peux vous dire que la médecine indienne, elle me soigne très très bien, et qui me dit, maintenant moi je commence à être vieux, j'ai 76 ans, et il me dit, il faut que tu ralentisses, parce que j'ai un côté comme ça. Et donc le 3e livre du philosophe allemand Hartmut Rosa, c'est « Rendre le monde indisponible ». Nous sommes trop disponibles à tout. Et je me sens très visé, parce que on me propose une nouvelle aventure, je suis disponible. Non, me dit mon thérapeute indien, non, ne sois plus si disponible, rends-toi indisponible, c'est quand même incroyable. Mais, enfin pour moi en tous les cas, c'est incroyable. Je découvre sur le tard des choses qui sont sans doute évidentes. Alors vous parlez aussi dans votre livre avec un physicien très célèbre, qui est le physicien américain David Bohm, spécialiste de la physique quantique, et qui s'est notamment intéressé justement à la nature de la conscience. Comment la physique quantique peut peut-être nous aider justement à éclairer cette énigme de la conscience, à mieux comprendre la nature de la conscience? Alors je sais que vous avez reçu ici des grands spécialistes de la mécanique quantique dans votre journal. Par exemple, Philippe Guillemant, tout à fait, qui est un ami et que je cite d'ailleurs dans mon livre, « Le soleil est-il conscient ?» La phrase très lapidaire, mais vraiment qui résume bien les choses, que m'a dite Philippe un jour, il me dit « Mais tu sais, la matière, tout ce qui est matière, c'est de la conscience gelée.
Rupert Sheldrake, dans son article sur le Soleil, va dire quelque chose d'un peu semblable. Mais là, vous me parliez de David Bohm. David Bohm, j'étais très jeune, et j'ai eu la chance de le rencontrer parce que c'était un des derniers grands de la mécanique quantique. Ce n'est pas la première génération de la mécanique quantique, ceux qui vont révolutionner notre connaissance de la matière, de l'infiniment petit, des atomes, et de ce qui est encore plus petit que les atomes. Ça se passe au début du XXe siècle, à la même époque où Albert Einstein, lui, révolutionne notre connaissance de l'infiniment grand. L'infiniment grand, il le conceptualise sous la forme d'un continuum espace-temps. Hein. L'espace et le temps, en fait, c'est une seule dimension. Et théoriquement, on pourrait se promener dans le temps, comme on se promène dans l'espace. Mais pour ça, il faudrait aller à des vitesses absolument prodigieuses. Et en même temps, alors il y a des gens qui creusent l'infiniment petit, et dans l'infiniment petit, ils tombent sur des paradoxes à tomber par terre. Et je cite dans le livre quelques-unes de leurs phrases, cette fameuse école de Copenhague, mais alors, ce sont des gens qui étaient tellement doués dans cette dimension très abstraite qui s'appelle les mathématiques, que pour eux, ça parlait littéralement à leur corps, à leur sens, c'est-à-dire qu'ils pouvaient dire « Oh, cette équation est obscène » ou cette équation est très drôle. Ils entraient, et ce qui n'est pas mon cas. J'ai fait des maths jusqu'au baccalauréat, et puis je me suis arrêté là, ensuite je suis passé à autre chose, et je ne peux pas suivre. Donc quand je vais voir David Bohm à Londres, où il enseigne au Birkbeck, c'est un Américain, mais il enseigne à l'époque à Londres, au Birkbeck College, j'arrive avec des connaissances élémentaires de ce que dit la mécanique quantique. La mécanique quantique dit qu'en réalité, il n'y a pas de matière au sens d'objet dur, il n'y a que des champs ondulatoires, et que ces champs peuvent prendre l'apparence d'une particule à un moment donné, mais que le fait que ça prenne la forme d'une onde ou d'une particule dépend de l'observateur. De l'observateur. Et donc c'est extrêmement troublant, comme si l'observateur était un démiurge, un magicien qui pouvait décider. Non, visiblement quelque chose lui échappe. Et ce que va m'expliquer David Bohm, c'est que par les mathématiques, ils approchent, mais en fait, ils approchent seulement, ils n'arrivent pas, en fin de compte, à cerner tout à fait ce que c'est que le réel qui se cache, en quelque sorte, derrière tous ces champs vibratoires qui nous donnent l'impression d'être la matière, mais qu'on peut se faire une idée, en particulier, il appelle ça le holo-mouvement, c'est-à-dire que c'est un mouvement perpétuel, c'est un mouvement qui englobe tout, et ce mouvement, qui a toutes sortes de propriétés extrêmement paradoxales, comme par exemple, une de ses caractéristiques les plus connues aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est le fait que un même objet puisse se trouver à plusieurs, enfin un même objet, une même entité comme une particule peut se trouver à plusieurs endroits à la fois, ce qui est a priori impossible, en tout cas qui fait exploser toute la logique sur laquelle sont fondées nos sciences depuis Aristote. Depuis Aristote, un objet, s'il est là, il est là, il ne peut pas être là et ailleurs. Tandis que là, oui, on entre dans un monde où un objet entre guillemets, puisqu'il ne s'agit plus de matière, peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Et quand David Bohm, comprenant très bien, et en bon américain, très pédagogue, parce que à l'époque, ça remonte donc il y a plus de 40 ans, pour quelqu'un qui n'était pas formé aux sciences, ou
très peu, disons, les scientifiques français étaient durs. Il ne voulait pas non, discuter. Un scientifique français, vous entriez dans l'étude d'un scientifique français qui comprenait que vous n'aviez même pas le niveau de la licence, bah, il vous remerciait. Les Américains, beaucoup plus pédagogues, si vous étiez au niveau de la maternelle, ils se mettaient au niveau de la maternelle, pédagogue. Et David Bohm me fait le cadeau immense de me dire, vous savez, bon, vous ne connaissez pas les mathématiques, il y en avait plein son tableau, c'était des équations. On me dit que même pour un mathématicien, les équations de la mécanique quantique sont complexes, très complexes. Mais il me dit, c'est pas grave, parce que ce à quoi nous aboutissons finalement, et lui, il était en conversation avec un philosophe indien qui s'appelait Krishnamurti, et finalement, il allait à l'essentiel, il ne s'arrêtait pas aux obstacles du chemin. Et il me disait, ce à quoi nous aboutissons, ben finalement, vous, même si vous ne connaissez pas les mathématiques, je connais un moyen de vous y faire accéder. Et alors, bon, c'est quoi? Il me dit, mais c'est l'émotion musicale. Et alors, j'étais très étonné, et il me dit, mais oui, vous avez déjà été ému par une musique. Eh bien, la prochaine fois qu'une musique vous émeut fortement, concentrez-vous, faites bien attention et remarquez comment le passé, le présent et le futur de la mélodie se télescopent en un seul point. Concentrez-vous sur ce point. C'est ce à quoi nous aboutissons derrière toutes ces formes ondulatoires incroyables, et ça ressemble énormément à la conscience. C'est-à-dire que derrière le tapis du réel, ondulatoire et interférentiel, ou régi par des lois de probabilité, se cache quelque chose qui ressemble énormément à ce que nous avons l'habitude d'appeler conscience. Alors comment se fait-il que nous n'en soyons pas conscients? Si c'est la conscience est partout, il dit, ben oui, mais ça, c'est que nous avons à vivre dans ce monde. Et en somme, il sous-entendait que peut-être qu'à notre mort, nous en serions conscients, mais que tant que nous vivons ici, nous avons 5 sens, 5 fenêtres sensorielles, 5 systèmes sensoriels qui s'interposent immédiatement. À peine voudriez-vous appréhender cette réalité qui se cache derrière l'univers, la matière, de ce que nous appelons le réel. Ce qui se cache derrière, c'est la conscience, mais nous n'y avons pas accès directement parce que nos sens s'interposent et nous font entendre, voir, sentir, parce que nous en avons besoin. Sans ça, nous ne survivrions pas sur cette planète. Et donc, l'histoire de l'émotion musicale m'est évidemment restée très... À l'époque, j'ai rien compris. Enfin, j'étais éberlué. C'était en 1982, donc j'avais 33 ans, j'étais au début de ma quête. Moi, j'essayais, moi je voulais comme on dit, de la tôle et du boulon. Je voulais comprendre. Et d'ailleurs, le rédacteur en chef de mon journal actuel m'avait demandé, me dit, mais il avait dépêché avec moi un dessinateur pour dessiner tout ça. Parce qu'il me disait, mais je veux voir, parce que Actuel, c'était un journal très visuel, il y avait des photos. Mais comment est-ce que vous voulez photographier la conscience? Ou photographier tout ça? Alors on avait fait une BD, ça, qui valait ce qu'elle valait, mais enfin ça passait. Et donc, je ne vous ai pas vraiment répondu sur la mécanique quantique, mais c'est une des façons de l'aborder. Ça a été ma première façon. Plus tard, j'ai rencontré des gens de toutes sortes qui m'ont parlé de la... Alors, ici, il y a deux choses que je peux dire. Il y a une chose, c'est que il y a un certain nombre de physiciens qui disent « oui, mais ça caractérise l'infiniment petit ». Toutes ces lois de probabilité, toutes ces lois qui font que l'infiniment petit n'obéit absolument pas à nos lois, il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas la gravitation, il n'y a pas les forces, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, tout ça. Non, ce sont d'autres lois, et qui échappent à l'espace et au temps. Mais
mais c'est l'infiniment petit. Or, plus le temps passe, et plus je rencontre des chercheurs tout à fait titrés et qui travaillent, par exemple, à l'Institut national d'agronomie, et qui me disent, mais ces lois quantiques, elles valent aussi dans le monde macroscopique où nous vivons. Par exemple, la photosynthèse, grâce à laquelle tous les êtres vivants vivent, puisque la photosynthèse, c'est ce qui transforme l'énergie du soleil en sucre, en protéines, etc., et qui fait que nous vivons, eh bien la photosynthèse serait, semble-t-il, incompréhensible, enfin impossible, s'il n'y avait pas des effets quantiques dans les chloroblastes qui peuplent qui sont remplis de chlorophylle et qui rendent la verdure verte, justement. C'est vrai aussi, paraît-il, mais je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais on me dit que tous les gens qui cherchent sur l'olfaction, tous les spécialistes du nez, ça va de l'Institut Pasteur aux fabricants de parfums, les chercheurs sur le nez disent que l'olfaction est un processus qu'on ne pourrait pas comprendre si on ne transposait pas les lois quantiques à un niveau macroscopique. Alors aujourd'hui, il faut dire, maintenant c'est partout. Hein, le quantique, il y a eu, le premier c'était il y a une vingtaine d'années, Deepak Chopra qui avait écrit, le médecin américano-indien, La médecine quantique. Puis alors maintenant tout est quantique. Tout est quantique, un peu too much, je dirais. Mais bon, je pense qu'au XVIIIe siècle, tout était magnétique. Et puis après, tout est éthérique ou tout est électrique. Aujourd'hui, tout est quantique. Et je me moque un peu quelquefois en disant les bronzés font du quantique. Mais c'est pas pour autant que c'est faux. Et quelqu'un comme Philippe Guillemant, par exemple, va très très loin. Et quelquefois, j'ai du mal à le suivre parce que c'est quand même abstrait, que mon cerveau n'est pas tout à fait doué pour ça, pour dire en particulier que les lois quantiques nous permettent d'expliquer le psychosomatique, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous risquez plus de tomber malade si vous êtes déprimé? Alors on peut l'expliquer par des molécules, mais pourquoi est-ce que vous pouvez, face à l'éventail des possibles, pourquoi est-ce que vous pouvez peut-être provoquer des coïncidences? Il va jusque-là. Moi, j'ai vécu des séries de coïncidences, vous aussi certainement. Quelquefois, on tombe, mais c'est incroyable, les coïncidences. Moi, comment j'ai été projeté ça serait trop long à raconter, mais comment j'ai été projeté en Russie, alors que je ne parle même pas russe. J'ai été projeté là-bas, dans la maison de la guérisseuse de Brejnev. Oui, Brejnev, il était très malade, il avait une guérisseuse. Et dans la maison de Brejnev, dans la maison de la guérisseuse de Brejnev, je trouve qui? Edgar Mitchell, l'Américain qui est allé, le 6e qui est allé sur la Lune. C'est pas possible, il y a quelqu'un qui tire les fils. Je suis un Pinocchio et il y a quelqu'un qui tire les fils. C'est pas possible. Eh bien, Guillemant, il arrive à expliquer ces séries de coïncidences extraordinaires en utilisant le quantique. Il faut encore que je l'étudie un moment pour pouvoir vous l'expliquer. Mais ça a l'air de tenir debout. Et alors, pendant ces discussions avec David Bohm, à un moment, vous lui demandez finalement à quelles conclusions ces recherches l'ont mené. Et il vous répond qu'à un certain niveau, nous relevons tous d'une seule et unique entité, que nous sommes liés et que c'est une illusion que de voir en chaque individu humain une réalité indépendante. C'est un des grands paradoxes, on pourrait dire presque un oxymore. C'est que dans une enquête sur la conscience, vous tombez à la fois sur la certitude que chaque individu est absolument singulier. Celui qui me le dit très merveilleusement, c'est un plongeur de l'équipe Cousteau qui s'appelle François Sarano, qui a écrit un merveilleux Retour de Moby Dick, qui travaille avec les cachalots de l'île Maurice, et qui dit moi, quand je vais dans les écoles, je dis toujours aux enfants, parce que je lui dis, qu'est-ce que vous dites aux enfants quand vous allez dans les écoles? Je leur dis qu'il y a deux choses qui sauveront le monde. L'émerveillement, et ça, Einstein était complètement d'accord avec ça, et la singularité
totale de chacun. Chacun est absolument particulier. Mais en même temps, nous sommes complètement reliés. Et nous sommes tellement reliés que c'est comme la noosphère. Nous sommes quelque part un seul être. C'est vrai. Ce qui s'appelle l'humanité. Et donc, comment concilier ces deux choses-là? C'est assez quantique, je crois. C'est assez... Nous sommes à la fois tous le même et en même temps, chacun est absolument particulier. Et ça, là, ça c'est une chose où moi j'ai grandi dans la religion chrétienne. Et ça, c'est une chose que, disons, les religions du livre, plus généralement, apportent, qui pourraient non pas s'opposer, mais rééquilibrer certaines sagesses orientales. Parce que quelque part, il faudrait en discuter avec Mathieu Ricard et avec des grands bouddhistes, mais quelque part, dans le bouddhisme, il y a l'idée que l'ego, bien entendu, est une illusion, qu'au moment où vous mourrez, ben vous vous en rendrez bien compte, que votre petite personne, ma petite personne, n'est rien, que c'était un moment, une forme éphémère. Et les bouddhistes ont tendance, me semble-t-il, mais je les connais que partiellement, à dire, ben voilà, et puis ensuite vous allez, comme la rivière rejoint l'océan, vous allez rejoindre, vous n'allez peut-être pas disparaître, mais vous allez vous fondre dans l'océan, et ce que vous étiez, votre personne, elle n'existera plus. Or, dans les religions du livre, et je pense particulièrement dans le christianisme, il y a l'idée que si, une personne, c'est une âme, et que cette âme, elle a quelque chose. C'est pas l'ego, c'est pas les traits psychologiques de cette personne. Quoi? Alors, mon ami Marc de Smet me dit, si, tu te trompes, dans le bouddhisme, il y a l'idée que quelque chose se constitue qui n'est pas l'ego, mais qui va durer. Et c'est toutes les fois où, dans votre vie, tout d'un coup, vous avez pris conscience. Moi, là, il y a quelques jours, j'ai pris conscience d'une certaine méchanceté que j'exerçais envers une certaine personne. Je m'en suis tout d'un coup rendu compte. Alors, c'est très banal, mais je me suis rendu compte, quelque chose s'est réveillé en moi, en disant, mais dis donc, une voix en moi s'est réveillée. Ben, peut-être que ça, c'est une petite prise de conscience, et alors Marc de Smet me disait, ben, toutes ces petites prises de conscience dans ta vie, ça forme un noyau qui, dans la tradition bouddhiste dans laquelle il a grandi, va durer. Mais pour en revenir à David Bohm, que vous me citiez, et qui l'inquiétait beaucoup, il me disait, ça c'est une chose qui l'inquiétait, il disait, nous allons dans un monde individualiste. Et c'est pas la même chose, hein, où chacun, c'est l'ego, chacun a son ego, je suis fier de mon ego, et puis je suis moi, et puis et chacun va être, comme dit Andy Warhol, star à la télé pendant un quart d'heure, et je suis jaloux de ceux qui le sont plus qu'un quart d'heure, et ça c'est vrai que c'est pas en perte de vitesse, on pourrait dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur le web, que ce soit du côté des influenceurs ou du côté des followers, on voit des batailles d'ego terribles, lamentables. D'ailleurs, une agressivité. Moi je n'ose plus rien dire. Sur certains réseaux, je n'ai plus rien dire parce que je vais me faire totalement démolir. Et donc, cette incapacité des humains, contemporains en particulier, de voir que nous sommes tous reliés, et il y a une découverte merveilleuse qu'ont fait les Italiens dans les années 90, ça s'appelle les neurones miroirs, vous savez, les neurones miroirs, c'est incroyable. Là, on est en train de parler, eh bien, si on mettait un casque à électroencéphalogramme sur votre tête et sur la mienne, et qu'on projetait ça sur des écrans, ben, à supposer que vous m'écoutiez, et je crois que vous m'écoutez,
et à supposer que je vous écoute aussi, ça je vous l'assure, eh bien on verrait que ce sont les mêmes courbes. Alors là où ils le font le plus fort, c'est sur des amoureux. Alors, sur les amoureux, alors là, c'est dingue, c'est la même courbe. Nous sommes en Wi-Fi les uns avec les autres. Et donc, il faudrait en tirer des conclusions. Et David Bohm se faisait du souci pour ça. Mais d'ailleurs, vous en parlez aussi dans le livre, on a certains témoignages de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui mettent aussi en avant cette notion d'interdépendance du vivant quand ils reviennent. Et dans votre livre, vous parlez du témoignage d'un homme qui a fait une EMI et qui, lors de la revue de vie qu'il a effectuée pendant cette expérience, comprend que tout ce qu'il fait aux autres, c'est à lui-même qu'il le fait aussi. Ça, c'est un des aspects les plus incroyables et les plus beaux de cette chose que j'ai. Alors là, pour le coup, j'ai écrit plusieurs livres dessus, n'est-ce pas, La Source Noire et d'autres, les expériences de mort imminente. Et je trouve que c'est pas cité assez. Il y a deux choses qui sont pas citées assez souvent. C'est d'une part le fait que quand quelqu'un a vécu une expérience de mort imminente, en général, il commence par vous dire, enfin très souvent, très souvent, il commence par vous dire ce que j'ai vécu. Aucun mot humain ne peut le dire, aucun mot. Et une fois, c'était un psychanalyste qui voulait me parler, et aucun mot ne sortait parce que, en tant que psychanalyste, un psychanalyste fait très attention aux mots. Et il se rendait compte du hiatus, du fossé qu'il y avait entre le moment. Et la plupart des gens n'y font pas tellement attention. Ils commencent par vous dire, écoutez, je ne peux pas, comment voulez-vous que je vous dise que je vous décrive quelque chose qui est plus fort que 1000 soleils mais qui est très doux, ou quelque chose qui va plus vite que la lumière mais qui est immobile. Et puis qu'ils arrêtent, qu'ils disent, non mais attendez, oubliez ce que je viens de vous dire, c'est faux, c'est pas ça, il n'y a justement pas de mots. Alors ça, c'est une chose qu'on oublie assez souvent de dire, parce que si on en tire la conclusion, normalement, s'il n'y a pas de mots, ils devraient se taire. Sauf qu'ils ont besoin de témoigner. Bien sûr. Et donc, je prétends que quand ils témoignent, qu'ils vous racontent toute une histoire, et moi, le journaliste, je viens, je suis là, je les interviewe, après je fais un livre, puis ça circule, puis il y en a d'autres livres, et puis ça fait toute une histoire qui fait le tour de la Terre, et on se met à tous croire dur comme fer à ce qu'ils ont raconté, sauf qu'il n'y avait pas de mots pour le dire. Donc, c'est de l'ordre du symbolique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que ça a changé leur vie. Il y a des gens, ils changent de métier. Quelquefois, c'est dur, ils divorcent. Ils changent d'échelle de valeur aussi. Ils changent d'échelle de valeur, ils n'ont plus peur de mourir. Enfin, c'est très très fort, tout ça. Et puis l'autre chose qu'on ne mentionne pas suffisamment, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que la personne, et c'est très très fou parce que quelquefois ça se passe, les tout premiers récits de ça qu'on a de ça, ça se passe en Suisse, c'est Roger Heim, je crois, du club d'alpinisme de Zurich, qui rapportait des expériences de mort imminente de personnes qui étaient tombées en montagne. Une chute. La personne décroche, fichue, elle va forcément mourir. Et puis, coup de bol, il y a un énorme matelas de neige, ou un arbre, ou je ne sais pas, un truc qui fait que, non, finalement, elle ne meurt pas. La chute a duré combien? Quelques secondes. Quelques secondes. En quelques secondes, elles sont sorties du temps, elles ont vécu une expérience de mort imminente, elles ont revu passer toute leur vie, depuis l'enfance, avec des souvenirs qui leur avaient complètement échappé. Ils se rappellent de la couleur de la barboteuse ou du petit cheval de bois qu'on leur avait offert. Et effectivement, comme vous le dites, et ça c'est quand même prodigieux, ils disent « j'ai tout revécu », mais je l'ai revécu de manière globale. C'est-à-dire que j'ai revécu ce que j'avais ressenti à l'époque, mais ce que ressentaient tous ceux qui étaient là avec moi. Et ça vous plonge dans des vertiges. Parce que, donc, ça serait ça, le fameux jugement. Ça pourrait. On dit, quand on meurt, il y a un jugement. Non, c'est vous, c'est pas un jugement. C'est ni bien ni mal, d'ailleurs. C'est au-delà du bien et du mal, comme dirait Nietzsche. C'est, tu l'as donné, tu le reçois. T'as rien donné,
quelqu'un qui serait resté très neutre, bah, tu ne reçois pas grand-chose. Tu as beaucoup donné, tu vas recevoir beaucoup. Mais alors, tu as beaucoup donné quoi? Et là, j'étais pris, moi, d'un vertige parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ceux qui ont beaucoup donné de grâce, de générosité, etc. Bon, j'imagine la béatitude. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ceux qui ont beaucoup donné dans l'autre sens. Des mauvaises choses. Et là, celle qui m'a calmé, c'est une femme qui a été comme un maître spirituel pour moi, qui était Gita Malache. C'est la scribe des dialogues avec l'ange, cette extraordinaire histoire qui se passe dans un cercle d'artistes essentiellement juifs en Hongrie pendant la guerre, qui vont presque tous mourir, mais qui dégage un message de joie prodigieux, très très paradoxal. Et parce que je lui avais demandé carrément, elle était beaucoup plus âgée que moi, elle était vraiment une initiée pour moi, et je lui dis, mais quand il se suicide, je ne sais plus, le 30 avril 1945, Hitler, qu'est-ce qu'il ressent? Puis Hitler, et puis on peut en voir pas mal d'autres. Quelques autres, oui. Il y en a quelques autres. Et elle m'a dit, laisse tomber. Ne t'intéresse pas à l'ombre, car l'ombre meurt de la lumière, donc intéresse-toi à la lumière. Et donc je m'efforce de chasser de ma tête cette question que je lui avais posée. C'est une réponse un peu nietzschéenne qu'elle vous a faite. Un peu nietzschéenne. C'est une phrase de Nietzsche comme ça sur l'abîme, quand vous regardez trop l'abîme. Oui. L'abîme vous regarde aussi. Il vous regarde aussi, oui, c'est ça. Oui, c'est une réponse à nietzschéenne, oui. Oui. Et donc, oui, beaucoup de témoignages comme ça nous disent que la revue de vie, elle est holistique, on pourrait dire. Elle englobe ce que vous avez été et ceux qui étaient avec vous. Et d'ailleurs, vous avez aussi interrogé des enseignants de grande tradition spirituelle, notamment un représentant du soufisme, pendant votre enquête, et qui vous tient un propos qui rejoint finalement un petit peu justement celui de David Bohm sur cette interconnexion du vivant, puisque lui aussi il vous dit que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes finalement reliés corps et âme à toute l'humanité, et plus généralement à tout l'univers. Hein. C'est le Tchèque Khaled Bentounes qui vous dit ça. Le Cheikh Khaled Bentounes, qui est le chef d'une confrérie soufie algérienne. Et oui, j'ai tenu, après avoir vu des scientifiques, des artistes, des chamans de toutes sortes, à aller voir des grands, comment dire, instructeurs, des enseignants spirituels, oui. Pierre-Henri Salfati qui m'a parlé, qui m'a un peu remis à ma place, mais très gentiment, et on s'est bien entendu. Et là, c'était côté judaïsme. Du côté du judaïsme et de la Kabbale, en me faisant comprendre que je m'attaquais à une question qui me dépassait peut-être beaucoup. D'ailleurs, je dois dire que si vous montrez la couverture de mon livre, je ne l'ai pas là, mais si vous montrez la couverture de mon livre, sur le bandeau, ça c'est un tour que m'a joué mon éditeur, sur le bandeau jaune qui est en bas, il est écrit « Élucider le mystère de la conscience ». Et moi j'avais mis en plus petit, un journaliste s'attaque à une mission impossible, élucider le mystère de la conscience. Et ils ont enlevé, un journaliste s'attaque à une mission impossible en disant « mais si tu dis que c'est une mission impossible, alors personne ne va vouloir acheter le livre ». Parce que c'est une mission impossible. Et quand les enseignants spirituels que je vais voir à la fin, ils me disent deux choses. Ils me disent une chose, d'abord, parce que j'ai remarqué tout au long de mon enquête que la musique sortait un peu partout. On a cité tout à l'heure David Bohm, qui me disait, au fond, concentrez-vous quand vous êtes ému par une musique sur le passé, le présent et le futur,
de sa mélodie. Vous voyez comme il se télescope en un seul point, qui est un point de conscience, qui vous relie à la conscience première de tout. Mais la musique, je l'ai trouvée... les Kogi, les Indiens Kogi de Colombie, ils entendent les cailloux, ils entendent les Bushmen du désert de Kalahari, ils entendent chanter les étoiles. Ça, nous ne l'entendons plus. Mais mes amis, moi, ce qui m'a frappé, on n'en a pas parlé, mais vous en parlerez certainement autrement. À la musique des plantes. À la musique des plantes, oui. parce que alors là, la musique des plantes, c'est à tomber par terre. J'en suis fascinant. J'en suis pas revenu. Que les plantes, non seulement, alors elles jouent de la musique, c'est une façon de parler, c'est nous qui appelons ça de musique, mais leur activité électrique intérieure a une harmonie qui peut donner des musiques extraordinaires, et des musiques qu'elles apprécient elles-mêmes, les plantes, au point que si vous le mettez sur un synthé, et que sur le synthé vous mettez trompette par exemple, elle n'aime pas, elle se tait, la plante. Et si vous mettez harpe ou je ne sais pas, piano, alors elle aime, et alors elle y va. Elle y va. Et ces musiques soignent. Ces musiques les soignent elles-mêmes, mais peuvent soigner d'autres espèces vivantes, peuvent soigner des humains, etc. etc. Et ça, donc la musique, je l'ai trouvée un peu partout. C'est un peu le fil rouge finalement de votre livre aussi. Oui, musique et conscience, musicalité et conscience. Musicalité, oui, voilà, oui, vous avez raison. Et à la fin, quand le prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup me dit c'est lui qui me dit, tu as parlé, tout au long de ton enquête, tu as creusé la piste des états de conscience. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience? Alors lui, il ne fait pas partie de ceux qui disent c'est une illusion, il dit la conscience, mais ça, toutes les grandes traditions spirituelles le disent à leur façon, c'est tout simplement le fond du réel. Mais nous n'y avons pas accès. Nous n'y avons pas accès. Salfati, le kabbaliste, il me dit, c'est un trésor caché. C'est un trésor caché qui est au fond de tout. Mais c'est vrai que la musique est un chemin qui nous y conduit, notamment parce que, et ça j'avais jamais vraiment bien réfléchi à ça, parce que quelquefois je suis un peu un béotien, on me dit, mais ne savais-tu pas que la beauté d'une musique, elle tient dans la qualité du silence qui a habité le compositeur de cette musique et l'interprète. Parce qu'une musique, il n'y a pas de musique sans silence. Tous les musiciens le savent. Il y a des silences plus ou moins longs. Et c'est dans le silence de la musique qu'on trouve finalement la piste la plus simple, la plus peut-être accessible à tous, qui nous mène vers cette conscience, alors qui n'est pas un état de conscience, mais c'est la conscience en soi, qui précède tout, qui est au fond de tout. De manière très prosaïque, mon ami Marc De Smet me dit, mais n'as-tu jamais remarqué que quand on sort d'un grand concert, mais même un grand concert de rock, on sort, si le concert a été formidable, les gens sont dans une sorte de silence. Ils sortent de la salle de concert et si le concert a été vraiment bon, ils ne bavardent pas. Non, ils sont pris par un silence qui est celui qui a habité les musiciens. Quelque chose comme ça. Alors, vous parliez de la musique des plantes, vous en parlez beaucoup dans votre livre, et c'est peut-être le sujet le plus stupéfiant que vous évoquez dans cette enquête, donc les propriétés musicales des végétaux et la façon dont effectivement elles peuvent avoir une influence sur les autres êtres vivants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez appris à ce sujet? Alors, je savais qu'il y a des gens qui ont la main verte, je savais que j'avais entendu dire que en Inde, en particulier, il y a eu des expériences qui
sur des rizières qu'on arrosait de musique qui poussait mieux. Mais jamais j'aurais imaginé jusqu'où cette recherche mène. Et là, il faut citer quelqu'un, mais ça serait trop long. Il ne faut pas que je déroule le fil complet parce que ça serait trop long, mais il faut absolument citer le nom de Joël Sternheimer, qui est mort le 31 décembre 2023 à 80 ans, mais qui, j'espère, aura un jour un prix Nobel à titre posthume parce que ses découvertes sont prodigieuses. Lui, il était au départ physicien, c'était un physicien de haut niveau, c'était un élève de Louis de Broglie, de l'école. Alors Louis de Broglie aussi, ça c'est comme David Bohm, c'est la grande école de la physique quantique. Et il était en même temps physicien et musicien. Il a eu un petit moment où il était à la mode, provocateur complètement. Juste après 68, on le voyait sur les écrans, il se faisait appeler Évariste. Il avait des cheveux qui descendaient jusqu'aux fesses et les plateaux télé l'aimaient bien parce que c'était typiquement l'espèce de libertaire mai 68 art, mais en réalité c'était quelqu'un de profond qui était allé jusqu'à essayer, pas essayer, il a réussi à capter les vibrations des particules élémentaires, ce qui est plus petit que les atomes, et à essayer de voir, à traduire ça sous forme de musique. Alors c'était des musiques absolument affreuses, enfin affreuses, un peu comme de la musique concrète, mais au sens le plus rébarbatif. Et puis peu à peu, il est monté, les hasards de la vie, les synchronicités, les coïncidences ont fait qu'il s'est mis à décrypter les vibrations que font les protéines, les molécules. De l'infiniment petit, il est passé au macro, c'est-à-dire aux molécules, et plus spécialement aux molécules de protéines. Il s'est rendu compte que, parce qu'il était malade, donc il se soignait avec un médicament qui était à base essentiellement d'une protéine. Et cette protéine, il a réussi à en décrypter les vibrations et ces vibrations, à les traduire en musique. De musique qui jouait au piano. Donc il jouait de la musique des protéines, et en jouant la musique de la protéine qui le soignait, eh bien, il s'est soigné lui-même. Il s'est soigné. Et ensuite, ça s'est multiplié. Il a en particulier soigné des gens au moment du scandale du sang contaminé. Vous savez, quand le sida était encore redoutable et qu'on en mourait à tous les coups, il y a eu des mélanges. Transfusion. C'était sous le gouvernement Fabius. Sous le gouvernement Fabius, il y a eu le fameux scandale du sang contaminé. Donc momentanément, on a manqué de sang. Parce que c'était un secret, les hôpitaux ont manqué de sang. Et là, Sternheimer a une amie qui est anémiée, qui est dans le taux d'hémoglobine est à, je ne sais pas, 8, même pas 7, 8 milligrammes par litre, un truc comme ça. Et je vous dis n'importe quoi, c'est peut-être pas par litre, je sais que c'était 7-8. Et il lui fait écouter la musique de la molécule d'hémoglobine. En 3 jours, son taux d'hémoglobine remonte. Et là alors la médecine, c'est très difficile à aborder parce que là, il est complètement barré. En médecine humaine, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Alors heureusement, en médecine agricole, c'est l'inverse. Tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Donc là, il a été autorisé et ils se sont mis, lui et un groupe, mais malheureusement pas les institutions. Les institutions sont conservatrices et quand même sérieusement contrôlées par le plus gros lobby, enfin un des plus gros lobbies de la Terre, avec le complexe militaro-industriel, le complexe agro-pharmaceutique, il est pas mal non plus. Or, figurez-vous qu'il y a en France peut-être maintenant 1 millier d'agriculteurs, surtout des viticulteurs, mais aussi des fabricants de primeurs. Des maraîchers. Des maraîchers. Je suis tombé sur un film tout à fait étonnant sur France 3, Pays de Loire. Un grand film sur les agriculteurs du Pays de Loire qui cultivent leurs salades, les endives,
le plus gros producteur d'endives de la région, 700 tonnes par an, 41 salariés. Il n'utilise plus un gramme de engrais, insecticides, et jusqu'à 26 produits qu'on utilise dans l'agriculture. Pas de pesticides. Rien. De la musique. Et ils ont les plus belles endives de la région. Et je donne dans mon livre les références, les noms de ces agriculteurs. On peut aller les voir. En général, ils avouent que le village s'est moqué d'eux. Oui, le village les a pris pour des fous au début. Des fous. Alors pourquoi ils ont eu le courage de le faire quand même? Pas simplement parce que ce sont des pionniers, mais parce qu'ils étaient malades eux-mêmes. Oui, et qu'ils ne pouvaient plus utiliser justement d'intrants chimiques. Ils étaient malades eux-mêmes. Et donc, les plantes, et là, alors, Sternheimer, il réussit à stimuler ou, au contraire, inhiber les parasites ou stimuler ce qui renforce la plante. C'est comme ça qu'il a réussi au Sénégal à faire pousser des tomates dans le désert avec 10 fois moins d'eau que normal, et tomates magnifiques, en stimulant des protéines qui sont là pour résister à la chaleur, pour faire ceci, pour faire cela. Ou alors on inhibe les protéines qui aident le champignon à bouffer la vigne, par exemple. Et ça nous fait entrer alors carrément dans un univers, parce qu'alors si les plantes sont sensibles à ça, c'est que bien entendu, elles n'ont pas attendu l'humain. Les humains découvrent ça, mais elles n'ont pas attendu l'humain pour elles-mêmes se stimuler ou s'inhiber. Et donc on découvre que, eh bien, que les plantes sont... alors non seulement se guérissent elles-mêmes, ou les unes les autres, quand elles sont de la même espèce par exemple, ça on le sait, c'est une information qui court quand il y a un arbre qui est attaqué par un certain parasite, il envoie des molécules pour alerter ses congénères qui du coup sécrètent un produit qui va rendre de répulsif. Un répulsif, c'est ça, un répulsif. Même l'herbe, j'apprends que l'herbe, d'une certaine façon, c'est l'herbe qui dirige le mouvement des troupeaux. Parce que l'herbe a besoin des troupeaux, parce que l'herbe, c'est un truc assez récent qui a besoin d'être, qu'on l'enfonce, le talage, pour que ses racines s'enfoncent. Et alors, elle est contente quand le troupeau la piétine, parce que ça enfonce les racines. Mais à un moment donné, c'est too much. Donc, si on arrive à quelques centimètres, là, il n'y a plus... Là, elle risque de mourir. Et donc, à ce moment-là, elle sécrète un produit qui la rend immangeable. Et le troupeau va ailleurs. Et donc, ceux qui m'ont appris tout ça, ce sont des pépiniéristes musiciens qui s'appellent musiniéristes. Le couple Toby dont vous parlez dans Toby, le couple Toby, Jean et Frédéric Toby, qui habitent dans les Landes et qui organisent chaque année, je me promets d'y aller en novembre prochain, un concert pour plantes et humains. Parce que les plantes, alors les plantes qui ont le plus large spectre thérapeutique, ce sont les plantes les plus anciennes. Par exemple les fougères. Les fougères qui datent de bien avant même l'invention des fleurs. Les fougères peuvent soigner, et les fougères soignent, et je cite un exemple là qui est complètement fou, que j'ai appris grâce au couple Toby. Ça se passe dans un haras, 2 chevaux très malades dans un haras suisse, un vieux champion qui a une phlébite au pied, un postérieur et qu'on va devoir abattre parce qu'il est trop vieux, on peut pas, et il est sur 3 pattes. Dans ce cas-là, le cheval, on l'abat. Et une jeune jument qui a des douleurs au ventre tellement puissantes qu'on ne peut pas l'approcher, et c'est terrible. Alors, en désespoir de cause, on fait appel aux musiniéristes. Et les musiniéristes, là, ils laissent la fougère agir elle-même. Dans chaque box de chacun des 2 chevaux, ils mettent une fougère. Alors, là, l'appareillage est simple, c'est une électrode sur une tige, une électrode sur une racine, et ça, on le branche
sur un appareil qui va très simplement convertir ça et le mettre sur un petit synthétiseur. Et la fougère fait exactement ce qu'elle veut. En un mois, les 2 chevaux sont guéris. En un mois, les 2 chevaux sont guéris par de la musique qui, alors ce sont 2 musiques différentes, donc 2 fougères différentes, de la musique qu'elles ont émise en entrant apparemment en résonance et en empathie avec le cheval malade. Comment expliquer autrement? Parce que là, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de... Parce que la protéine, c'est compliqué. Il faut être un physicien comme Sternheimer pour savoir quelle est la vibration de la fabrication d'une protéine et puis fabriquer ça transformer ça en musique, etc. Là, non, là, c'est tout simple. Une fougère, un petit synthé, le cheval malade. C'est-à-dire qu'en fait, on a les électrodes qui sont reliées à la fougère, Oui. qui vont jusqu'au synthétiseur. Et en fait, le synthé, il est quelque part en hauteur. L'activité électrique de la fougère, finalement, est traduite en musique par le synthétiseur. Oui, et elle traduit une musique. Alors là, c'est de l'inconnu. Il y a des boulevards de recherche pour les futurs, pour les jeunes d'aujourd'hui. Dans tout ça, c'est extraordinaire. Il y a des recherches magnifiques qui vont se mener, j'espère, au XXIe siècle. Comment la fougère peut entrer... ça, on savait que les plantes entrent en résonance avec tout ce qui est vivant autour. On le savait par une expérience cruelle qui a été menée au FBI par l'agent fameux Baxter. La CIA, je crois, Cliff Baxter. Ou la CIA. Dans les années 60. Oui, oui. Il s'aperçoit qu'en mettant un détecteur de mensonges, en le branchant sur une plante, là, c'est pas un synthétiseur de musique, c'est juste le détecteur de mensonges, c'est juste un voltmètre, un truc où vous voyez, si on le branche sur vous et que tout d'un coup vous mentez, ça n'arrive jamais. Ça ne vous arrive jamais, que tout d'un coup vous mentez, vous ne pouvez pas contrôler le fait que vous allez émettre une émotion et que ça va envoyer de l'électricité et on va voir, ah, là, il ment. Oui, sur le graphe, ça va faire une courbe. Ça va faire une courbe. Ça va faire une courbe. Et ce Cliff Baxter, en fait, travaillait pour la CIA. Il faisait passer des gens au détecteur de mensonges, justement. Voilà. Et un jour, il a l'idée d'utiliser ce détecteur de mensonges sur une plante. Oui. Comment ça lui est venu, je ne sais pas. Et il s'aperçoit que, alors il fait l'expérience cruelle, une première expérience cruelle, c'est qu'il demande à quelqu'un de torturer la plante, de la brûler avec une cigarette, de la couper, etc., de lui balancer des insultes aussi. Et chaque fois que cet homme-là rentrait dans la pièce, brrr, la plante réagissait. Et plus tard, alors, il a écrit un livre, enfin, il a raconté ça, tous ses collègues se sont foutus de sa figure en disant il dit n'importe quoi. Alors, il a cherché une manière scientifique de prouver qu'il avait raison, et là, il a inventé, enfin, ils ont inventé un système un peu complexe et un peu vache, où un petit poisson est dans un aquarium, et à un moment décidé par un ordinateur, c'est aléatoire, aucun humain n'intervient, à un moment donné, l'aquarium s'ouvre et le poisson tombe dans de l'eau bouillante. Et évidemment, il meurt sur le coup. Et dans la pièce d'à côté, il y a une plante sur laquelle on a branché précisément ce détecteur. Et au moment, à la seconde, alors là c'est très mesuré, très scientifique, à la seconde où le poisson meurt, la plante pousse un cri. Enfin, pousse un cri. La plante ressent quelque chose. La plante est donc en rapport avec un autre être vivant. Là c'est pas un cheval, c'est simplement un poisson, mais elle le ressent. Une activité électrique singulière au moment où ce poisson meurt, qui est mesurée sur cette plante. Exactement. Donc ce qui pourrait laisser penser que les plantes peuvent éprouver de la compassion. Alors en tous les cas, nous appelons ça compassion. Les Toby plus prudents disent elle ressent quelque chose. Et, au minimum, elle se cicatrise elle-même. C'est peut-être, il faut être prudent, mais elle est en résonance. C'est relié. Le vivant est relié. En tout cas, elle a une sensibilité. Elle a une sensibilité à la chose. Dans le cas des chevaux, elle est tellement reliée que le cheval est guéri.
c'est quand même, c'est plus sympa que le poisson. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. En fait, vous écrivez la nature tout entière, animale, végétale, minérale, atomique ou cosmique, rayonne d'une conscience musicale. Ben, c'est une façon poétique de le dire, mais oui, tout se passe comme si c'était ça. En effet, en effet. D'ailleurs, vous dites aussi que finalement, cette conscience, maintenant, vous la visualisez comme une nappe, une tapisserie vibrante, vous dites, une toile rétractile, un arc-en-ciel vibratoire. Ça, c'est l'influence de Teilhard de Chardin. Parce que Teilhard de Chardin avait tendance... Il fait ses recherches à la même époque où Einstein découvre le continuum espace-temps, qui fait que, vous savez bien, la représentation très simple qu'on a de l'espace-temps, c'est comme une étoffe qui, s'il ne se passe rien, elle est toute droite, et puis dès qu'il y a une masse, par exemple la masse de la Terre, ou la masse du Soleil, mettons plutôt, hop, cette nappe qui était uniforme et horizontale s'enfonce, il y a comme un cratère qui se forme, et les autres masses qui vont voyager dans les parages vont tomber dans le cratère et tourner autour du Soleil. Si nous tournons autour du Soleil, c'est que nous sommes pris dans le cratère que la masse du Soleil forme dans la nappe du continuum espace-temps. Ça, c'est valable d'une manière générale. Là où on sort un peu de tout ça, c'est quand on aborde les trous noirs, parce que le trou noir, quelque part, il troue l'étoffe. Il troue l'étoffe et les mystères de la mécanique quantique, quelque part, semblent donner rendez-vous à ce trou que fait le trou noir dans l'étoffe de l'espace-temps. Et donc, mais cette image, celle-là, je me souviens, j'étais encore au lycée quand on nous apprenait cette histoire de l'étoffe de l'espace-temps. Et Teilhard, il pousse plus loin et il dit, il voit toutes sortes d'étoffes. Comme tout à l'heure, je vous parlais de la lithosphère, de la biosphère, de la technosphère humaine, et puis maintenant de la noosphère qui devrait, si possible, enrôler tout ça. Il le voit comme des étoffes qui nous relient les uns aux autres. Nous sommes pris dans une étoffe, là pour le coup de conscience. Et le fait que cette conscience soit musicale fait que cette étoffe, en effet, je la vois un peu comme, oui, comme une nappe sonore. Un jour, on avait joué à un jeu dans le prolongement de mon livre Le Cinquième Rêve, qui est un rêve amérindien qui dit tout démarre par le rien, le vide, le silence. Tout démarre par le silence. Et le silence, à un moment donné, rêve. Le silence rêve. Et le silence rêve la lumière. C'est le premier rêve qui va jusqu'aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis les couleurs de l'arc-en-ciel ne peuvent pas s'empêcher de rêver à leur tour. Elles qui sont infiniment légères, la lumière, ça ne pèse rien. Elles rêvent leur contraire, le poids, le caillou. C'est le deuxième rêve, et c'est un long chemin qui mène jusqu'au diamant, au cristal. Le cristal, infiniment dur, règne sur l'univers, et il rêve à son tour. Et lui qui est dur, le cristal, on ne peut pas imaginer plus dur, il rêve l'herbe tendre. C'est le troisième rêve. L'herbe tendre qui est un long chemin qui mène jusqu'à l'arbre. Et puis l'arbre, alors ça, je le savais, je savais que les arbres rêvent. Il ne faut pas se faire prendre dans une forêt qui fait un cauchemar. L'arbre, qui est enraciné toute sa vie au même endroit, il rêve
de se déplacer, ils rêvent le ver de terre. Le rêve de terre qui est une longue route qui mène jusqu'au dauphin ou à la baleine, aux cétacés, à ces animaux qui m'ont beaucoup attiré. Et les cétacés, ils pourraient s'arrêter là parce qu'ils règnent sur les 3/4 de la planète, ils passent leur temps à s'amuser et à faire l'amour, c'est plutôt cool. Mais non, ils ne peuvent pas s'empêcher. Et alors c'est un peu mystérieux, eux qui sont fondus dans le monde. Quelque part, François Sarano, dans mon enquête, là, il me dit « À votre avis, combien ça pèse une baleine ?» Et un peu bêtement, je lui réponds « Oh, une baleine, je ne sais pas, 20, ça pèse bien 20 ou 30 tonnes. » Il me dit « Mais non, ça pèse rien. C'est plus léger qu'un papillon, parce que la baleine, elle flotte. Elle est dans l'eau, elle est dans son élément. Elle pèse quelque chose pendant les quelques secondes où elle jaillit hors de l'eau, mais la plupart du temps, elle ne pèse rien. Et donc, elle qui est fondue dans le monde, peut-être que c'est ça qu'elle rêve, parce que la légende dit que c'est nous qu'elle rêve. Nous sommes le rêve des dauphins et des baleines, et nous sommes la longue route vers, et ça la légende ne le dit pas, nous sommes une route vers quelque chose visiblement. On est au début de quelque chose, l'humanité. Et l'humanité, si elle ne se suicide pas, elle devrait mener à quelque chose. Et on avait joué au jeu, on avait filmé ça d'ailleurs, de demander à une centaine de personnes, des connus, des pas connus, de nous dire c'est quoi le rêve de l'humanité. Si on va au bout du chemin, alors imaginez, le dauphin ou la baleine nous a rêvé, nous sommes le début du 5e rêve, mon livre s'appelait Le 5e rêve, et on va vers quoi? Alors les gens ont des imaginaires extraordinaires, les gens imaginaient qu'on allait devenir comme des plantes, qu'on allait prendre l'énergie du soleil, qu'on allait voler comme les oiseaux. Et moi, parce que je m'étais impliqué aussi, je me disais, c'est quoi une humanité accomplie en quelque sorte, une humanité qui se serait enfin pacifiée, l'humanité de la noosphère peut-être. Et sans réfléchir beaucoup, en laissant monter comme ça en moi ce que mes cellules me disaient peut-être, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, c'est forcément une danse, c'est musical. J'imagine une humanité dansante et chantante. Et la femme de Rupert Sheldrake, et peut-être qu'on va en venir à lui et au soleil, je ne sais pas pour finir, mais la femme de Rupert Sheldrake qui est une cantatrice, qui est professeure de chant, qui fait des groupes, qui dit... Qui s'appelle Jill Peirce. Qui s'appelle Jill Peirce, elle dit un grand problème de l'humanité moderne, c'est qu'on se croit tous entourés de musique parce qu'il y a de la musique partout, mais on ne chante plus. Il y a des chorales, c'est très bien, mais on ne chante plus. Nos ancêtres chantaient tout le temps. Au champ, quand ils creusaient la terre, ils chantaient. Quand ils faisaient de l'artisanat, ils chantaient. Quand on berce un bébé, on chante. Quand on fait la cuisine, on chante. On chante pour déclarer son amour, on chante pour son chagrin, pour pleurer quelqu'un. Or, nous ne chantons plus et c'est très grave, et pour elle c'était très très grave. Et je peux la comprendre, et je pense qu'une humanité accomplie, qui ralentit le rythme, qui est plus consciente, qui entend, comme les Indiens Kogi ou les Bushmen du désert de Kalahari nous invitent à le faire, ou comme le philosophe Hartmut Rosad, à entrer en résonance de nouveau avec le monde, on ralentit, on a moins besoin d'objets, on a trop d'objets, on est trop dans la croissance. C'est pas évident hein, de sortir de notre système. Pour ça, système croissance. S'il n'y a plus de croissance, on meurt tous, et donc on est foutu. Mais on est foutu de toute façon. Donc comment sortir? Eh bien, d'apprendre à chanter, par exemple, ou de se remettre à chanter. Et je me dis, parce que j'ai chanté, enfin comme beaucoup de... Enfin en tous les cas, moi je chantais quand j'avais 17, 18, 19, j'ai dû arrêter vers 25 ans comme un imbécile. Je veux rechanter, voilà. Je veux chanter de nouveau. Qu'est-ce que vous chantiez? Ah,
Bon, allez, disons Leonard Cohen. Hein, c'était pas plus compliqué que ça. Mais j'aimais beaucoup Leonard Cohen, entre autres, mais il y en avait d'autres. Alors, la nappe, vous me parliez de la nappe, je vois ça comme une nappe sonore, je vois ça comme un chant, une danse collective. Mais je ne sais pas si on peut me suivre. Et peut-être pour conclure cet entretien, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de votre enquête sur la conscience, sur le mystère de la conscience, quelle serait-elle? Une seule chose. Ben, elle est là. J'en suis convaincu. C'est un credo. Beaucoup de scientifiques me diraient que j'hallucine, mais beaucoup d'autres, et de plus en plus de scientifiques d'ailleurs, qui sont modestes et qui admettent que la science n'a pas la capacité de dire l'alpha et l'oméga, de dire qu'est-ce que c'est que le début des choses et la fin des choses. Elle dit des choses très intéressantes, mais ce n'est pas leur mission d'ailleurs. C'est ce que dit Jean-Marie Pelt d'ailleurs dans une de vos conversations. C'est ce que dit Jean-Marie Pelt, c'est ce que dit Michel Bidbol, c'est ce que dit même Steven Lorez, qui il y a 40 ans me boxait gentiment sur un plateau télé parce qu'il disait que j'hallucinais. Eh bien que la conscience, elle est là et que quelque part, il faut tout faire. Alors là, je parlais de chanter, mais il y a certainement bien d'autres moyens, par exemple de se taire et de méditer, pour entendre ce que nous disent les peuples anciens et ce que nous disent vraisemblablement les animaux, les végétaux, etc. D'écouter et en espérant entendre ce que nous dit le monde, parce que nous sommes devenus sourds. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Patrice Van Hersel. Merci à vous. À bientôt, j'espère. J'espère.